La politique d'Aristote, livre 4e, chapitre 13, suite. Puisque le but de la vie humaine est le même pour les masses et pour les individus, et puisque l'homme de bien et une bonne constitution se propose nécessairement une fin pareille, il s'ensuit évidemment que le repos exige des vertus spéciales, car je le répète, la paix est le but de la guerre, le repos est le but du travail. Les vertus qui assurent le repos et le bonheur sont celles qui sont d'usage dans le repos aussi bien que dans le travail. Le repos ne s'obtient que par la réunion de bien des conditions indispensables pour les premiers besoins. L'État, pour jouir de la paix, doit être prudent, courageux et ferme, car le proverbe est bien vrai, point de repos pour les esclaves. Quand on ne sait pas braver le danger, on devient la proie du premier attaquant. Il faut donc courage et patience dans le travail. Il faut de la philosophie dans le loisir, de la prudence et de la sagesse dans l'une et l'autre de ces deux situations, mais surtout au milieu de la paix et du repos. La guerre donne forcément justice et sagesse à des hommes qu'enivrent et pervertissent le succès et les jouissances du loisir et de la paix. On a surtout besoin de justice et de prudence quand on est au fait de la prospérité et qu'on jouit de tout ce qui fait l'envie des autres hommes. Il en est comme des sages que les poètes nous représentent dans les îles fortunées, plus leur béatitude est complète au milieu de tous les biens dont ils sont comblés, plus ils doivent appeler à leur aide la philosophie, la modération et la justice. Ces vertus, évidemment, ne sont pas moins nécessaires au bonheur et à la vertu de l'État. S'il est honteux de ne pas savoir user de la fortune, il l'est surtout de ne pas savoir en user au sein du loisir, et de développer son courage et sa vertu durant les combats, pour montrer une bassesse d'esclave pendant la paix et le repos. Il ne faut pas entendre la vertu comme l'entendait Lacédémone. Ce n'est pas qu'elle ait compris le bien suprême autrement que chacun ne le comprend, mais elle a cru qu'on pouvait surtout l'acquérir par une vertu spéciale, la vertu guerrière. Or, comme il existe des biens supérieurs à ceux que procure la guerre, il est évident aussi que la jouissance de ces biens-là est préférable, sans avoir d'autre objet qu'elle-même, à celle des seconds. Voyons par quelle voie on pourra gagner ces biens inappréciables. Nous avons déjà dit que les influences qui s'exercent sur l'âme sont de trois sortes: la nature, les mœurs et la raison. Nous avons aussi précisé les qualités que les citoyens doivent préalablement recevoir de la nature. Il nous reste à rechercher si l'éducation de la raison doit précéder celle des habitudes, car il faut que ces deux dernières influencent soit dans la plus parfaite harmonie, puisque la raison même peut s'égarer en poursuivant le meilleur but, et que les mœurs ne sont pas sujettes à moins d'erreurs. Ici, comme dans tout le reste, c'est la génération par laquelle tout commence. Mais la fin de la génération remonte à une source dont l'objet est tout différent. Dans l'homme, la vraie fin de la nature, c'est la raison et l'intelligence, seuls objets qu'on doit avoir en vue dans les soins appliqués soit à la génération des citoyens, soit à la formation de leurs mœurs. De même que l'âme et le corps, avons-nous dit, sont bien distincts, de même l'âme a deux parties non moins différentes, l'une irrationnelle, l'autre douée de raison. Elles se produisent sous deux manières d'être diverses. Pour la première, l'instinct, pour l'autre, l'intelligence. Si la naissance du corps précède celle de l'âme, la formation de la partie irrationnelle est antérieure à celle de la partie raisonnable. Il est bien facile de s'en convaincre. La colère, la volonté, le désir se manifestent chez les enfants aussitôt après leur naissance. Le raisonnement, l'intelligence ne se montrent dans l'ordre naturel des choses que beaucoup plus tard. Il faut donc nécessairement s'occuper du corps avant de penser à l'âme. Et après le corps, il faut songer à l'instinct, bien qu'en définitive, on ne forme l'instinct que pour l'intelligence, et que l'on ne forme le corps qu'en vue de l'âme.